Chères auditrices, chers auditeurs de notre radio, bienvenue. Radio des Sans Voix vous propose pour cette semaine, dans son nouveau numéro, Collectif pour la vérité, un entretien spécial avec Monsieur Nazim Mekbal, président du collectif Edgewood. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Monsieur Nazim Mekbal, bienvenue. Merci, bonjour. Parlez-nous un peu de Nazim Mekbal. Bon, aujourd'hui, vous êtes président du collectif Edgewood. Votre formation, vous êtes sociologue, est-ce que je sache? Non? Non, en fait, moi j'ai une formation un peu multitâche. J'ai un BTS en radiologie médicale et ensuite j'ai fait à peu près 10 ans de journalisme, correspondant pour Latam. Ensuite, j'ai travaillé au festival de la bande dessinée du FIDA. Je suis l'un des membres fondateurs du festival. Et par la suite, j'ai créé l'association Edgewood Algérie Mémoire, qui a été créée en décembre 2010. Et cette association, je l'ai en quelque sorte transformée en collectif pour la simple raison que c'est une association qui n'est pas uniquement sur un territoire, mais qui travaille à travers le monde, qui a des adhérents à travers le monde, puisque j'ai des participants qui sont aussi bien en Algérie qu'en France, aux États-Unis ou au Canada. Donc c'est pour ça que je préfère dire collectif au lieu de dire association. Voilà. Mais effectivement, je suis président fondateur de l'association Edgewood Algérie Mémoire. Très bien. Pourquoi le nom d'Edgewood? Edgewood, c'est par rapport à la pièce de théâtre d'Al-Loula, par rapport au juste de sa pièce de théâtre, et qui parle de ceux qui se sacrifient en gros pour le pays. Vous parliez tout à l'heure de sociologie, j'avais oublié de dire que effectivement en 2016, pour valider le travail de recherche que nous faisons sur Edgewood, j'ai repris mes études et j'ai fait donc un master en sociologie pour justement valider le travail de recherche que nous faisons sur Edgewood et pour essayer de comprendre la problématique de la violence des années 80. Voilà, ça c'était une petite parenthèse par rapport à la sociologie. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail d'Edgewood, sa mission, son travail? Alors le travail d'Edgewood, en fait, au départ c'est un travail personnel. Dès les années 90, j'avais commencé, moi, de mon côté, à collecter des données. C'est-à-dire, je découpais des journaux et je récoltais toutes les informations qui avaient trait au terrorisme, qui étaient dans la presse fin 90. J'ai commencé en 96, 97. Et jusqu'en 2003-2004. Puis après, il y a l'Internet qui s'est développé, qui s'est vulgarisé. Et je n'avais au départ qu'une base de données qui contenait les personnes connues. On avait par exemple le Tubi, Djawood, Yadis Al-Hadri et tout, mais on avait très peu d'informations sur ce qui n'était pas connu. Donc en 2010, j'ai essayé de savoir un peu ce qui s'était passé, donc c'est pour ça que j'ai lancé le collectif. J'ai essayé de trouver, je venais d'entrer dans Facebook, je venais de créer mon profil, et j'ai essayé de chercher autour de moi toutes les personnes qui étaient concernées comme moi par cette décennie. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer Edgewood pour justement rassembler le maximum d'informations concernant les personnes assassinées, parce que on ne pouvait pas se permettre de parler que des personnes connues. Tout le monde parle de 200 000 morts, mais quasiment personne n'est capable de donner ne serait-ce que 30 millions de personnes non connues. Et le problème, il est là. Oui, c'est vrai. Si on repart à la chronologie d'Edgewood, Edgewood est né en décembre 2010. Pourquoi ce retard-là? Oui. Pourquoi vous avez attendu jusqu'en 2010 pour penser à ce collectif? Pour plusieurs raisons. D'abord, je faisais un travail mémoriel concernant mon père, qui a été assassiné en 1994, de façon personnelle. Je l'ai fait comme toute famille qui était concernée l'a fait de son côté. Et puis en 2010, je me suis dit, il fallait qu'on fasse quelque chose parce que je me suis rendu compte que dans la presse, quand il fallait parler de la décennie, quand les journalistes parlaient de la décennie, ils faisaient mention que des personnes qui étaient enlevées par les services, que des disparus qui étaient enlevés par les services. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que il y a des associations qui existent sur le terrain.
Mais celles qui sont les plus connues, celles qui sont les plus actives, sont celles qui concernent les personnes enlevées par les services de sécurité, sont celles donc, qui ont disparu, qui ont été enlevées dans les camps. Mais on a très très peu de retours, on a très peu de feedback de personnes, des civils qui ont été tués dans les attentats, les enlèvements dans les faux barrages ou les assassinats ciblés dans un des Et c'est là où je me suis dit, grâce à Facebook, parce que c'est les réseaux sociaux, c'est l'apparition des réseaux sociaux qui nous a permis de développer ce travail. Parce que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir le travail qu'on a lancé et avoir le retour et la qualité de ce que nous avons actuellement. Pourquoi ce silence, d'après vous? Pourquoi? Est-ce que c'est un sujet tabou? Est-ce qu'on ne doit pas parler de ces victimes-là, des morts? En fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, elle est sociétale. Hein. C'est-à-dire que nous sommes dans une tradition de l'Ifetmet. N'oublions pas, nous sommes des Méditerranéens. Hein, quand je parle de Méditerranée, dans le sens où on est fataliste par rapport à la mort, on n'aime pas trop en parler. Donc on veut laisser le drame en arrière. Ensuite, il ne faut pas oublier une loi d'amnistie qui a été votée en 2005, qui est passée en 2006, donc officiellement, hein, qui interdit donc à toute personne donc de revenir sur le passé. Il faut savoir, très peu de gens le savent, c'est qu'on risque 5 ans de prison si on remet en compte, si on remet en doute, si on remet en cause la loi d'amnistie. Donc si par exemple moi maintenant à Alger, je décide de faire un travail ouvert sur la mémoire, ben, je risque 5 ans de prison et je sais combien de dinars d'amende. Il faut savoir qu'on a fait plusieurs conférences à Alger et plusieurs ont été empêchés de se dérouler, ont été bloqués, faute de salles, etc. Ça, c'est pas nouveau. Mais le deuxième problème, il est encore beaucoup plus complexe. Hein, on en a parlé du problème sociétal. Le deuxième problème, il est lié aux événements. Ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment toute la moitié des familles ont eu un membre qui était du côté des démocrates ou du côté des progressistes ou du côté des autorités et un membre qui était du côté des islamistes, du côté des services, du côté des assassins. Ce qui fait que beaucoup de familles, et ça on le retrouve énormément dans les témoignages de l'Ouest, nous avons beaucoup de familles qui sont confrontées par cette dualité où il y avait un membre qui était d'un côté et un autre de l'autre. Donc ce qui fait que les deux camps dans une même famille obligent à un moment donné la famille à se taire qu'au lieu de provoquer les remous qui feraient diviser la famille. Quoi. Donc c'est un silence, c'est l'omerta qui prédomine à ce moment-là et qui fait que personne ne veut en parler. Est-ce que vous avez demandé une autorisation ou un agrément ici en Algérie? Pour l'instant non, mais c'est en projet. Hein, c'est en projet. Il faut savoir que Ajouad, c'est une association qui existe en France. Ce n'était pas un choix facile, c'était obligé, hein, puisque nous avons fait des actions au départ en France, donc ça nous a permis de lancer des rencontres, de faire des débats, des conférences, des projections, et ça nous a permis surtout donc, de développer ce travail-là à travers les réseaux sociaux et d'être tranquille au niveau puisque c'est une loi. Nous sommes en train de le faire, donc on est en train d'essayer de faire des démarches. Encore une fois, il a fallu qu'on travaille sur les statuts de l'association, puisque nous remettons quand même en cause la loi de 2000, le référendum de 2005, la loi de la concorde civile, nous remettons en cause la loi de la Rahma, nous remettons en cause donc comment on appelle ça, la loi d'amnistie de 2005. Mais en même temps, nous voulons faire un travail de mémoire, nous voulons faire un travail d'archivage, de recensement des citoyens assassinés durant cette décennie. Et c'est sur ça que nous priorisons donc notre action pour nous faire reconnaître en Algérie. Est-ce que vous avez subi des intimidations ici en Algérie? Alors je vais pas faire celui qui est menacé, qui risque quoi que ce soit. On va en parler de menaces. Mais je sais. Mais je vous le dis. C'est-à-dire que on n'a jamais eu de problème réel. On a eu la page qui a été piratée, on a eu des problèmes par rapport à la page, mais menacé ou des intimidations, non. Hein, on n'a pas eu de problème. Il y a des personnes qui contredisent ou qui veulent remettre en question notre travail. C'est leur droit le plus absolu et nous savons nous défendre par rapport à ce qu'on fait.
et montrer la nécessité de ce qu'on fait. Mais non, jusqu'à présent, au contraire, plus on avance, plus les gens, les citoyens algériens viennent vers nous pour nous témoigner donc, de l'importance de ce travail, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées, il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté et qui devraient ne pas l'être, quoi. C'est-à-dire que, 200 000 morts, on ne peut pas les enterrer comme ça, les oublier de l'histoire de l'Algérie. Ils font partie de notre pays. On va parler du Hirak. Février 2019, l'Algérie a connu le Hirak. Et Edoued, comment comment vous avez reçu, comment vous avez rejoint le Hirak? Est-ce que vous étiez présent là-bas? J'étais à Alger à cette époque-là. J'étais à Alger les deux premières manifestations, les 2 premières semaines. J'y étais. J'y suis allé plusieurs fois à des manifestations. Alors, le Hirak, pour moi, personnellement, a démarré dans mon coin, comme certains l'ont fait aussi dans leur coin. Moi, depuis 2005, quand un Bouteflika avait fait la loi du référendum sur l'amnistie, j'avais dénoncé cette loi pour une paix sociale qui a été achetée. Il faut savoir quand même que des islamistes ont été amnistiés et qui ont rejoint leur lieu, qui ont rejoint leur résidence, qui ont été amnistiés, dédommagés et qui ont réintégré pour certains leurs fonctions, qui ont eu des bénéfices matériels et tout. Donc moi j'ai toujours milité contre ce gouvernement de Bouteflika. Le Hirak, je l'ai rejoint tout à fait naturellement, comme tout citoyen qui se respecte par rapport à une gouvernance qui était complètement absurde et qui n'avait pas lieu d'être. Donc c'est naturel que je rejoigne ce mouvement. Une autre question sur on va parler du volet média. Est-ce que vous êtes reçu et invité sur les plateaux de télévision algérienne ou étrangers? Alors sur les plateaux non. Par contre la presse écrite, un certain temps, quand nous avions beaucoup activé, parce que ces temps-ci, là, depuis 2 ans, chacun, après je vous explique le fonctionnement des joies, la plupart des militants font partie d'autres mouvements qui sont justement liés directement à Hirak, donc ils sont occupés à travers leurs actions militantes avec le Hirak. Donc entre-temps, on met en stand-by l'action directe des joies. Nous avions beaucoup activé parce que ces temps-ci, là, depuis 2 ans, chacun, après je vous explique le fonctionnement des joies. Sur le plateau, non, mais la presse écrite, beaucoup. On a eu pas mal de retours de la presse écrite qui nous a soutenus. Malheureusement, Edoued n'est pas une association avec des militants encartés. Ce sont tous des bénévoles qui activent quand ils peuvent au sein d'Edoued et qui font des actions quand ils peuvent. Donc on a fait des rencontres, on a fait des conférences. Là maintenant actuellement, par exemple sur Alger, la plupart des militants font partie d'autres mouvements qui sont justement liés directement à Hirak. Donc ils sont occupés à travers leurs actions militantes avec le Hirak. Donc entre-temps, on met en stand-by l'action directe d'Edoued, mais ça ne veut pas dire qu'Edoued n'active pas, puisqu'on continue à travailler chaque jour sur Facebook à publier les données, on continue à recevoir quasiment tous les 2-3 jours des informations par rapport à des personnes assassinées. Donc le travail continue, mais effectivement le travail média, le travail au sein de la presse, surtout la presse écrite, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup soutenu. On a eu pas mal d'articles de retour, surtout quand on a fait ou qu'on a fait des débats, que ce soit à Alger, que ce soit à Bouzguine ou ailleurs, ou à Montréal ou en France. On a toujours eu des retours de la presse écrite. Après la télévision, c'est normal qu'ils n'en fassent pas pour l'instant. On a eu aussi avec Berber TV des interventions. Après, pour l'instant, c'est le Hirak qui prime par rapport à la priorité média, par rapport à la priorité des infos, qui est tout à fait normal. La réconciliation. Que pensez-vous de la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale 2006? Moi je me suis positionné dès son vote, je me suis positionné contre. Je me suis positionné contre parce que ça a été demandé par un gouvernement sans que les protagonistes ne soient concernés. C'est-à-dire que les terroristes islamistes qui étaient dans le maquis, etc., n'ont rien demandé du tout
Hein, c'est le gouvernement qui a décidé de leur pardonner et au nom des citoyens qui ont été victimes. Donc si vous voulez, le gouvernement a joué le rôle de la victime et a joué le rôle du coupable en même temps. Les deux parties n'ont pas été concernées. D'ailleurs, les repentis, quand vous discutez avec eux, ils vous disent nous, on n'a rien fait, on était coupables de rien, on n'est repentis de rien du tout. Ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont jamais rien demandé. Par contre, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'ils n'ont pas refusé toutes les aides qu'ils ont eues. Les terroristes islamistes qui étaient dans le maquis, etc., n'ont rien demandé du tout. Hein, c'est le gouvernement qui a décidé de leur pardonner et au nom des citoyens qui ont été victimes. Donc si vous voulez, le gouvernement a joué le rôle de la victime et a joué le rôle du coupable en même temps. Les deux parties n'ont pas été concernées. D'ailleurs, les repentis, quand vous discutez avec eux, ils vous disent nous, on n'a rien fait, on était coupables de rien, on n'est repentis de rien du tout. Ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont jamais rien demandé. Par contre, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'ils n'ont pas refusé toutes les aides qu'ils ont eues, l'argent, tout ce qu'ils ont eu par la suite quand ils sont revenus du maquis. Donc d'un côté, ils ne se repentissent pas, de l'autre côté, ils ont profité de la manne financière qu'ils ont eue, et les citoyens victimes n'ont jamais rien eu réellement. Donc il y a une omerta qui se fait au nom de la paix sociale, et on ne peut pas exister quand il y a... Enfin, un pays ne peut pas progresser quand il y a un non-dit sur un événement aussi important que l'avènement de la décennie noire. Donc il y a beaucoup de choses à redire là-dessus. En 2006, les associations victimes des années 90, Somo, Jazairuna et SOS Disparu, ont fait une coalition pour rédiger une charte alternative pour la paix et la réconciliation nationale. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette charte? Déjà, vous l'avez lue. Est-ce que vous en faites partie de cette coalition? Il y a certaines associations, je sais qu'il y a certaines associations qui ont dénoncé, la charte de la réconciliation nationale. Hein, moi-même, je la dénonce, je vous ai dit, depuis à cette époque-là, Edgewood n'existait pas, donc je l'ai dénoncé en mon nom personnel. Hein, par la suite, avec le travail d'Edgewood et dans la charte d'Edgewood, nous dénonçons donc cette loi de réconciliation nationale, comme on dénonce la concorde civile, comme on dénonce la rahma. Donc les trois lois qui ont été faites, les trois lois décrets qui ont été instaurées, parce que justement rien n'a été fait par rapport au passé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a fait quoi, on ne sait pas qui sont ces morts et on ne peut faire aucune recherche sur les personnes assassinées, sur les personnes disparues. Il faut savoir que par exemple quand on parle de disparus, tout le monde parle des disparus enlevés par les services, mais personne ne parle des disparus qui ont été enlevés par les groupes terroristes. Hein. Il y a eu un nombre de femmes incalculables qui ont été enlevées, kidnappées, violées et tuées. Il y a eu un nombre incalculable de militaires appelés qui ont été enlevés dans les faux barrages, etc. Personne n'en parle. Et cette loi-là enterre justement toute volonté de recherche sur ces personnes. Donc c'est là que se pose le problème. Maintenant, on va parler un peu de la situation actuelle. Dans le monde entier a connu, c'est-à-dire une crise sanitaire. Le monde entier est touché par le coronavirus. Est-ce que les activités de Edgewood sont gelées? Quels sont les projets d'Edgewood pour cette année de 2020? Nous, l'avantage que nous avons, c'est qu'Edgewood fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc actuellement, si vous voulez, nous on continue à travailler puisque le travail de recherche que nous faisons ne s'arrête pas. Hein, chaque jour, nous publions les listes des victimes qui ont été assassinées le lendemain. Par exemple, aujourd'hui, on est le 18, on a publié aujourd'hui les personnes assassinées le 19 août de 90 à 2019, quoi. Donc on publie tout le monde et demain on fera pour le 20, etc. Donc on le fait en permanence, on fait ça depuis 10 ans. Donc qu'il y ait Covid ou pas, nous, ça ne nous arrête pas. Par contre, c'est vrai que ce qui nous bloque, c'est de pouvoir nous rencontrer. Ce qui nous bloque, c'est de pouvoir organiser des conférences, organiser des rencontres, des projections. Mais Edgewood fonctionne surtout par réseaux sociaux. C'est-à-dire on est en réseau à travers le monde et ça nous permet d'affiner les données, ça nous permet d'affiner les recherches et de compléter sur certaines informations, sur certains événements. Donc nous, notre travail continue. Hein. C'est pas le Covid qui va nous empêcher.
Après, comme je vois encore une fois, ce qui nous empêche malheureusement de faire, c'est ces rencontres-là, ces conférences, comme pour la plupart des collectifs et des associations d'ailleurs. Un dernier mot pour les familles victimes du terrorisme. Pour les familles qui sont vivent dans le sombre et le silence, hein, ils n'arrivent pas à dénoncer tout ça. Eh ben, vous savez, le problème qui se pose, c'est que ce qu'on ne sait pas en fait, ce qui m'a permis moi de comprendre certaines choses quand j'ai fait mon travail de master en sociologie, c'est que la violence dans les familles peut se traduire de différentes façons. Et la violence la plus forte, la plus terrible qui soit, c'est le silence. Pourquoi? Parce que justement, on n'arrive pas donc à parler de sa peine, on n'arrive pas à parler de ce qu'on a vécu, on n'arrive pas à parler de ce qui nous est arrivé. Et du coup, on tait en nous cette violence et elle ressort à un moment donné, mais quand elle ressort de façon décuplée. Et c'est pour ça qu'actuellement, moi j'ai toujours dit, même si certains ne sont pas d'accord avec moi, nous avons une société très violente actuellement. Hein. Nous sommes une société actuellement qui n'accorde aucune valeur à la vie. On est plus préoccupé par ce qui va nous arriver que le Jannah, que l'Akhira et tout, que ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien. Et ça, justement, c'est parce qu'on a été tellement habitué à la mort que c'est devenu une normalité effrayante. Et je pense que ça fait partie des conséquences de cette décennie et c'est pour ça qu'il aurait été très très important qu'on en parle et qu'on fasse un réel deuil de ce qui s'est passé pendant cette décennie, ce qui n'a pas encore été fait et ce qui ne pourra pas être fait tant qu'il y aura la concorde civile, tant qu'il n'y aura pas la loi d'amnistie, pardon. Merci beaucoup, Monsieur Mekdad.